Je trouve que c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que il faut le replacer au niveau où il est en train de se négocier. Pour les États-Unis, qui sont quand même le pays qui tend la main en apparence à l'Europe dans la question de ce traité, il est clair qu'ils ont cru à un moment donné, je pense durant les années 90, qu'ils avaient plié l'Union soviétique et finalement ils n'avaient plus tellement d'adversaires face à eux. Et même s'ils subodoraient que la Chine allait quand même petit à petit évoluer, je ne pense pas qu'ils aient pu croire une seconde qu'elle allait évoluer aussi vite. Et avec les conséquences que ça allait entraîner par rapport au monde occidental, à travers la désindustrialisation, les pertes de marché, la reconfiguration totale de tout un tas d'activités économiques. Ça, je crois que ça les a quand même un petit peu surpris. Et 20 ans plus tard, ils ont compris que l'Europe n'était pas qu'une arrière-cour, que le grand élan vers le Pacifique, sur le commerce transpacifique, qui était effectivement en train de devenir une réalité, ça n'allait pas suffire. Pourquoi? Parce que on voyait s'accumuler tout un ensemble de contradictions. La contradiction principale étant que les États-Unis et la Chine n'allaient pas se partager le monde. Ça, c'est une vue de l'esprit. Quand deux empires se font face à face avec des intérêts fortement divergents dans le domaine géopolitique, dans le domaine culturel, et notamment à travers les jeux d'alliance, et à travers les pressions diverses et variées du monde actuel, réduction du volume des matières premières, problème d'accès aux ressources, etc. Tout ça, c'est évident, ne pouvait aboutir qu'à une redistribution des cartes dans les relations internationales. Et ce qui veut dire que pour les États-Unis, il commençait à devenir urgent de trouver un accord important avec l'Europe pour que le monde occidental, sous leur direction, retrouve une certaine cohérence, voire une certaine cohésion. Et tout le débat du traité transatlantique, en fait, il est sur cette question. Il est sur la réorganisation quasi féodale, entre guillemets, des rapports entre un suzerain, les États-Unis, et ses vassaux, les pays d'Europe. Donc ça, si vous voulez, c'est le problème central, sous-jacent, à ce traité transatlantique. Alors évidemment, c'est pas comme ça qu'on présente les choses. On nous présente ça uniquement sous l'angle marchand, consumériste, sous l'angle de l'amélioration de la fluidité des échanges entre les deux continents, et on ne nous parle même pas à la limite de ce que pourraient tactiquement gagner les Européens dans cette alliance très inégale, comme vous l'avez compris, c'est-à-dire profiter de cette capacité américaine à être très très en amont sur la définition des normes, sur la définition de tout un tas d'éléments qui portent sur le droit international, qui portent sur la configuration des liens d'échange entre tel ou tel pays, etc. Et ce qui permettrait de créer, entre guillemets, de nouvelles formes de barrières à l'entrée pour contenir le poids des nouveaux entrants, la Chine étant le principal, mais il y en a d'autres, et on sait très bien qu'il y a là des enjeux délicats et où les rapports de force ont évolué. On le sait depuis le blocage de l'Organisation mondiale du commerce, on le sait depuis l'apparition des coalitions entre les pays du Sud qui ne veulent plus subir, entre guillemets, la loi du monde occidental dans les échanges en question, etc., etc. Donc, tout cela montre bien que lorsqu'on nous parle de négociations secrètes, dans le mot secret, il y a surtout, non pas des petits arrangements entre amis, comme on dit, mais les réalités stratégiques de ce traité. Et je les dénonce
simplement, recentrage stratégique des États-Unis à cause de l'accélération, disons, de l'histoire et des risques liés à la multipolarité, c'est-à-dire que les États-Unis doivent faire face à la Chine et à beaucoup d'autres pays qui peuvent sortir de leur suprématie, leur volonté de suprématie. Deuxièmement, pour l'Europe, les concessions nécessaires pour être dans le sillon des États-Unis afin de conserver cette protection-là qui n'est plus simplement militaire par le biais de l'OTAN, mais qui va devenir géoéconomique pour créer des barrières à l'entrée et contenir ces nouveaux entrants qui deviennent quand même relativement agressifs et qui nous affaiblissent par les jeux de la désindustrialisation, par les délocalisations, etc. Et puis le troisième aspect qui est, je pense, pour les États-Unis absolument fondamental, c'est que les États-Unis ont perdu des positions dans le monde matériel, on le sait, notamment suite à des conflits militaires, Vietnam, Irak, Afghanistan, et des conflits plus symboliques, leur départ de Somalie et autres, alors qu'ils ont réussi à conserver, parce qu'ils l'avaient créé, la suprématie dans le monde immatériel. Et là, je vous renvoie à la lecture Snowden de qu'est-ce que c'est que cette suprématie. Or, les Américains ont très bien compris qu'il fallait absolument que l'Europe ne remette pas en cause cette suprématie dans le monde immatériel. Car il y avait en Europe un débat émergent, et ça va au-delà des conséquences de l'affaire Snowden, sur le rapport de l'individu à sa liberté dans le monde immatériel. Le rapport à son information, le rapport à sa vie privée, le rapport à sa connaissance, le rapport à l'activité économique qui va petit à petit émerger dans ce monde immatériel. Là, il y avait des éléments essentiels qui pouvaient devenir à terme très déstabilisateurs pour la suprématie que les États-Unis ont depuis l'émergence de ce monde immatériel, à l'intérieur, et par rapport à ses futurs enjeux marchands. D'où l'une des clés cachées de ces négociations secrètes, et on voit très bien que l'Europe n'est absolument pas unifiée. On voit comment la France est d'une discrétion étonnante, on voit comment l'Allemagne relève un peu le menton, n'est pas prête à se vendre sur la question du monde immatériel, parce qu'elle en a compris les enjeux économiques, parce que l'Allemagne, contrairement à la France, a une vision de ce qu'est la puissance, et surtout, contrairement à la France, qui l'a perdue depuis De Gaulle, a une vision de ce qu'est l'accroissement de puissance par l'économie, ou par des enjeux économiques, ou par une concertation entre des acteurs publics et privés, et la manière de travailler ensemble. Mais travailler ensemble, à la fois pour les intérêts privés, afin de faire du profit et gagner de l'argent, mais pour les intérêts publics, pour conforter les bases d'une puissance. Et là, il y a une convergence stratégique qui peut exister. Nous ne sommes pas dans cette situation en France. Nous ne le sommes plus depuis, hélas, 1969. Et c'est bien là, si vous voulez, le cœur du problème, c'est-à-dire que les élections européennes restent un décor Catherine II de Russie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, c'est les élections les plus caricaturales auxquelles j'ai jamais assisté, c'est des élections sans débat. Et j'ai presque envie de dire, tout le monde se satisfait de cette absence de débat. On préfère parler de la composition de l'équipe de France de football plutôt que de faire un débat sur les élections européennes. Donc on préfère envoyer les gens au jeu du cirque plutôt que de leur parler de la manière dont ils vont vivre, se nourrir dans les années qui viennent. Quand on en est arrivé à ce niveau-là
de la démocratie française, et pas que française, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Sur ce terrain-là, la France va mal. Mais la France, mais aussi beaucoup d'autres pays en Europe, vont mal. Je crois que le problème central derrière cette absence de lisibilité sur le traité transatlantique, c'est qu'on a perdu notre dignité de citoyen. On a perdu notre liberté d'afficher une pensée par rapport à une situation. On l'a perdu dans le monde matériel depuis très longtemps, puisque justement les déclarations de Freinet, ce leader de combat, à Rémy Cofffer, c'est comme si elles n'avaient jamais existé. La réalité de la création de l'Europe sous la tutelle américaine, c'est la théorie du complot. Et on peut comme ça lister les choses jusqu'à la situation actuelle. Donc là, dans le monde matériel, on a déjà perdu cette dignité parce qu'on n'a même pas accès à des points de repère tangibles. Si j'écoute l'émission L'Esprit public sur France Culture chaque dimanche entre 11h et midi, je ne crois pas que Nicolas de Bourlange et d'autres, et même Masgallo à sa manière, qui est pourtant le représentant patenté d'une certaine forme de patriotisme maintenu, rentre dans cette chair-là de l'existence humaine. Elle est exclue. C'est de la chair pétrifiée qui va à la poubelle. Mais c'est ça, en fait, la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et cette absence de dignité dans le monde matériel, nous sommes en train de la perdre dans le monde immatériel. L'absence de débat sur la réalité des États-Unis d'Amérique suite à l'affaire Snowden en France, c'est un déni de démocratie. Et là, je prends les partis politiques les uns après les autres, jusqu'à ce clown de Daniel Cohn-Bendit, ce pantin ambulant qui met en avant l'espoir européen. Mais on n'est pas chez Guignol, Dany, là. Faut arrêter. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, mon petit gars. On est ailleurs. On est sur des réalités qui nous prennent aux tripes, pas les tiennes, pas la commedia dell'arte. Non, les réalités de savoir que l'Europe, c'est un enjeu majeur, mais à une seule condition, c'est que l'Europe se donne les clés de son destin. C'est que l'Europe ose couper le cordon avec les États-Unis d'Amérique, car c'est la condition sine qua non pour que les peuples européens se reconnaissent dans ce rapport européen, pour qu'ils aient l'impression qu'ils sont maîtres de leur devenir, maîtres de leur devenir économique, politique, culturel et religieux. Ça, oui, ça, c'est du réel, et non de la commedia dell'arte.